crypto serait un repère de bandits. Donc je ne reprends que des verbatims lus, glanés par-ci par-là. En fait, j'ai bien aimé comment vous avez fait l'introduction, Mathieu et Roméo, parce que c'est un monde idéaliste à la base, je pense. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, et pas de bandits. Et plutôt cette promesse d'une indépendance, de cet idéal de pouvoir, suite à la crise de 2008-2009, être maître de son destin, quelque part. Et il y a donc un des idéalistes, deux des techniciens quand même, donc des gens qui ont énormément pensé la façon de le faire pour que ça soit sûr, inattaquable, très résilient. Et pour le coup, nous, quand on regarde ça de l'extérieur, ça peut donner énormément de leçons sur la façon de concevoir des systèmes résilients. On a vu sur des systèmes plus centralisés qu'il y avait soit des honeypots, comme on dit, soit des single point of failure, qui faisaient que en fait, les systèmes, même s'ils étaient super sécurisés, ou tout du moins ils étaient dits super sécurisés, on pouvait les mettre à mal. On a vu alors je montre personne, mais on a vu des Swift se faire hacker parce que quand les clés sont à un endroit et qu'il y a collusion d'acteurs, en fait, on peut avoir de l'argent qui part en masse assez importante. Pardon ? Ouais. Et donc détruisant, non. Des idéalistes, des techniciens, oui, plutôt. Après, en fait, quand la réussite est là, ça peut attirer des gens qui sont mal intentionnés. Et donc, c'est là où le système va s'autoréguler. On a vu, alors même si ça dépasse un petit peu la promesse initiale de The Code is Law, on a eu le fameux hack de The DAO où il y a eu un hard fork, donc pour l'explication de texte, une nouvelle blockchain qui résolvait un problème lié à une fraude. Et les gens, la communauté, parce que c'est très communautaire, s'est dit, en fait, ça c'est mal, et on va remettre les choses au bon endroit, et donc on va instancier une nouvelle version de cette blockchain qui ne permet pas à cette personne mal intentionnée de prendre possession des fonds. Et donc la communauté peut aussi s'autoréguler en faisant la part des choses entre le bien et le mal. Et donc ça peut être parfois une bonne leçon. Adeline, sur cette assertion de repère de pirates. Alors si tous les pirates étaient dans la finance centralisée, ce serait bien parce que nous, ça nous faciliterait notre travail, notamment à mes collègues de la CPR. Donc effectivement, ça fait partie de sujets qu'on regarde. La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, un sujet très majeur pour l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Et puis également nos collègues des autres pouvoirs publics, comme Tracfin. Donc évidemment, ce sont des milieux idéalistes, comme l'a dit Frédéric, ça a attiré un certain nombre de personnes plus ou moins intentionnées. Maintenant, on ne s'intéresse pas d'un point de vue de régulateur à la finance centralisée et plus globalement aux écosystèmes liés aux cryptoactifs que parce qu'on doit travailler sur la LCBFT, donc la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. On s'y intéresse aussi parce qu'on apporte en tant que régulateur un encadrement, et tout à l'heure vous l'avez cité, et finalement un encadrement qui est aussi attendu par les acteurs parce que ça favorise aussi l'innovation. C'est pour avoir un terrain de confiance aussi. Donc d'un côté, oui, on va traquer ceux qui sont mal intentionnés. De l'autre, on ne vient pas que pour ça, et on ne suit pas ces écosystèmes que pour cette raison. Voilà. On a une vue d'ensemble, et encore une fois, la régulation, c'est pas uniquement aller traquer ceux qui sont mal intentionnés, c'est aussi apporter un cadre de confiance. On peut peut-être ajouter une chose sur l'idée sur les idées reçues, et pour tordre le cou à une des idées reçues, c'est que il est souvent admis et dit que la blockchain permet de faire du trafic, de blanchir de l'argent, etc. Et en fait, il y a des études qui existent, notamment une que j'ai en tête qui a été publiée par Chainalysis, qui est un des acteurs qui traque, en fait, qui trace
toutes les transactions sur la blockchain, et notamment parce que la blockchain et la majeure partie des blockchains sont transparentes, permet d'identifier les adresses de wallets de gens qui ont fait soit des hacks, soit qui sont des adresses qui reçoivent des fonds de ransomware, ce genre de choses. Et en fait, eux, leur analyse, elle prouve que seulement 0,15% des montants qui ont circulé sur la crypto, sur les blockchains, concernaient des hacks ou du blanchiment et autres. Ce qui est très inférieur en termes de pourcentage à ce qui est communément admis comme étant du dollar, par exemple, faisant partie ou étant impliqué dans des malversations. Et donc ça remet un petit peu en fait l'église au milieu du village, comme quoi la blockchain, de par sa traçabilité, est sans doute moins encline à servir pour ce genre de choses, parce que les gens vont être découverts et leurs fonds vont être bloqués. Parce que ces adresses-là, elles se font blacklister. Et donc, plus aucun exchange ne va vouloir toucher ces bitcoins ou ether mal acquis, et la chaîne s'arrête là. On a aussi quand même même ce point de vue-là, on a une régulation qui est en train de se mettre en place en Europe, en lien avec MiCA, donc le projet de règlement dont vous parliez tout à l'heure. On a des recommandations du GAFI qui sont sorties aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, aujourd'hui, et qui justement vont permettre de suivre au mieux ces sujets de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, les rules sont sortis aujourd'hui et elles concernent directement les assets, les virtual assets. Donc voilà, et en effet, c'est là où on se rejoint, c'est qu'à un moment donné, la régulation, elle est inévitable. Ce qu'il faut juste, c'est trouver le bon équilibre. C'est comme la notion de confiance. Un des mots-clés, je crois, sur cet écosystème, c'est la confiance. Tant que les gens n'auront pas confiance, l'écosystème ne se développera pas. Et un des moyens de donner de la confiance, c'est la régulation et la démocratisation aussi, en ce compris par les grandes institutions et peut-être aussi par une partie des pouvoirs publics, à minima sur la technologie. Puisque avant de parler de crypto, on a la technologie blockchain. Et cette technologie-là, elle sert aussi, et elle est source, à mon avis, de sécurité pour peut-être commencer par des choses très simples, comme ils l'ont évoqué, un certificat d'authenticité horodaté sur la blockchain. C'est simple, ça fonctionne et ça peut permettre aussi de démocratiser en fait, l'environnement avant de se projeter dans de la DeFi, qui est une des applications majeures, mais qui n'est pas la seule. Tu parles de technologie, mais en fait, quand on parle de fraude, il faut aussi beaucoup penser à l'utilisateur. Parce que dans l'écosystème financier classique, il y a de la fraude. Dans l'écosystème Web3, il y a de la fraude. Et souvent, cette fraude, elle vient aussi de problématiques d'utilisation. C'est-à-dire que pour lutter contre la fraude dans le Web3, il faut aussi former les utilisateurs, leur expliquer comment fonctionne cet écosystème, comment effectivement on arrive à prendre confiance en un projet, comment on investit, comment on choisit de rentrer dans cet écosystème-là. Donc l'aspect de la fraude, bien sûr, il y a le côté régulation. Il y a le côté aussi, je pense, préparation de l'investisseur. Il faut qu'il comprenne dans quoi il investit clairement. Et ça, c'est des principes qu'on retrouve aussi dans l'investissement financier, dans les actions ou dans les startups. Il faut comprendre la société, le sous-jacent, quel est l'applicatif derrière la société qui développe la crypto et qui utilise la crypto au quotidien dans son modèle économique.